est 19h30, l'équipe du dimanche est bien en place et c'est parti pour le 7 Info, l'essentiel de l'actualité de la semaine, le discours du Premier ministre sur la situation de la nation, l'affaire forêt classée de quoi, le terrorisme et ses nouvelles cibles et la grève annoncée dans le secteur de la santé. Voici pour le plat de résistance. Deux invités sont déjà sur ce plateau. Bienvenue à tous. Deux invités donc, Siaka Koulibaly, analyste politique, bonsoir. Bonsoir. Et avec nous également le docteur Aruna Louré, il est médecin anesthésiste, il est essayiste, auteur de Burkindi pour une révolution nouvelle. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, monsieur Guéré. Avec vous, on parlera tout à l'heure donc de cet ouvrage, mais aussi donc de la grève annoncée dans le secteur de la santé. Il était attendu sur les questions de sécurité et de front social. Le Premier ministre les a abordés devant les députés. Dans son discours sur la situation de la nation, Christophe Dabiré a reconnu le caractère fragile de la sécurité au Burkina Faso et a appelé à une trêve sociale. Que pense le monde syndical de cette requête du chef du gouvernement? Élément de réponse. Au perchoir sur 16 mai, Christophe Dabiré savait bien que les personnes à convaincre par la pertinence de son discours sont logées hors de l'hémicycle. Les questions sont posées ici par les députés, mais les réponses, elles, sont jugées ailleurs. Alors que le chef du gouvernement exposait aux élus nationaux l'état de la nation, il fallait attendre quelques heures plus tard pour sonder les répercussions au sein de l'état-major syndical avant de juger de la portée de cette adresse. La satisfaction des partenaires sociaux étant une composante majeure dans l'équilibre recherché par les autorités burkinabées. Je note que le Premier ministre a indiqué qu'il mesurait l'ampleur des attentes des agents publics. C'est une bonne chose. S'il est conscient qu'au niveau des agents publics, effectivement, il y a de grosses attentes, bon, c'est déjà ça. De l'hémicycle, le Premier ministre a lancé une fois de plus l'appel à la trêve sociale. Mais au sein de la Confédération générale des travailleurs du Burkina, cet appel laisse plus d'interrogations. En réalité, depuis qu'il en est question, jusque-là, personne ne nous a dit quel est le contenu exact qui est donné à la trêve sociale. Quelles sont les attentes vis-à-vis des travailleurs et de leurs organisations par rapport à cette trêve sociale et qu'est-ce qu'on met dans la balance? Les syndicats de la santé s'apprêtent à observer une grève générale allant jusqu'à 96 heures la semaine prochaine. Mais les échos de cet appel à la trêve sociale qui a pu retentir avec insistance au sein des 6 syndicats de la santé semblent n'avoir pas fait frémir. On a passé tout notre temps à passer dans les bureaux, à taper les portes pour essayer de discuter, même si on ne nous invitait pas à la discussion, pour essayer de discuter, pour trouver une sortie de crise qui était en vue. Alors maintenant, je pense qu'on est arrivé à un moment où, malgré tous les efforts qu'on a eu à mettre en œuvre, malgré toute notre volonté à prioriser la discussion, à prioriser le dialogue, on a un gouvernement en face qui, en plus d'être sourd, est irréaliste et, j'allais dire, myope, refuse de voir les choses. Visiblement, la crise de confiance est déjà née entre Christophe Dabiré et ses partenaires sociaux en seulement 4 mois de cohabitation. Et pour la partie syndicale, cette méfiance tire une fois de plus ses sources d'une histoire de promesses non tenues. À la formation de son gouvernement, il avait annoncé que très prochainement, ce sont ces termes, le gouvernement allait tenir un séminaire pour revoir le train de vie de l'État et qu'après cela, il rencontrerait les partenaires sociaux. Je constate que ni l'un ni l'autre. Il y a eu un séminaire gouvernemental, c'est vrai, mais qui n'a pas abouti à ça. Pourtant, ces promesses restent d'actualité, a confessé le Premier ministre devant l'Assemblée nationale. Ces documents sont aujourd'hui prêts, mais nous avons versé ça dans le dossier global de la remise à plat des rémunérations. Le chef de l'État a préféré que lorsque nous serons tous d'accord sur la remise à plat des rémunérations des agents de la fonction publique, nous pourrons adopter ces textes ensemble pour montrer notre volonté déterminée d'aller dans le sens du règlement des problèmes d'inéquité au niveau de notre fonction publique et au niveau global de la gestion des affaires de l'État.
Mais ce n'était pas annoncé comme ça au départ. Et si on veut que ça prenne, la logique voudrait qu'ils donnent l'exemple, que ça commence par eux. Surtout que c'est des traitements parfois sur des bases illégales. Les contrats qui ont été signés avec certains ministres qui leur permettent d'avoir 3 millions, 5 millions, 8 millions, c'est en dehors des textes qui fondent la rémunération des membres du gouvernement. Christophe Dabiré a également demandé de la patience à ses partenaires sociaux en indiquant que son gouvernement était dans une dynamique d'appurement du passif. Mais là encore, on dit avoir du mal à croire à la parole du gouvernement. Il y a ce que disent les dirigeants et il y a ce qui est là. Voilà, ils disent qu'ils ont commencé par l'appurement. Nous, en tout cas, au niveau du secteur de la santé, nous n'avons pas vu, en tout cas, un début de mise en œuvre de cet appurement. Voilà. Et c'est la chose d'ailleurs même que nous avions demandé quand nous étions en discussion avec ce même gouvernement. Nous leur avons dit, en réalité, nous savons très bien, nous sommes conscients, nous ne sommes pas naïfs, nous savons très bien que vous avez des problèmes de trésorerie. Voilà. On ne vous demande pas tout de suite et maintenant de payer tout le monde, mais au moins qu'il y ait un début de mise en œuvre. Et nous leur avons fait cette proposition. On leur a demandé à ce qu'on commence par les retraités et qu'on aille doucement, voilà, jusqu'à ce qu'on puisse apurer tous les passifs. C'est ce qu'on a même proposé au gouvernement, jusqu'à ce qu'on dépose notre mot d'ordre de grève. Tout comme l'appel à la trêve sociale lancé par le président du Faso, celui lancé hier par le Premier ministre semble tomber dans les oreilles du sourd au regard de la réaction des organisations syndicales au lendemain de son discours. Voilà, Chaka Coulibaly, visiblement, les organisations syndicales ne semblent pas convaincues par ce discours sur la situation de la nation. Vous a-t-il convaincu le Premier ministre Dabiré? Non, je pense qu'il y a plusieurs domaines qui ont été traités par le Premier ministre. Certains, ils présentent des situations qui sont celles que tout le monde voit. Si on prend la sécurité, on prend le dialogue social. De façon globale. De façon globale, oui, le bilan, il est proche de ce qui est la réalité. Maintenant, sur certains problèmes spécifiques comme celui de la fronde sociale, la solution qu'il propose, c'est une trêve que donc, les organes syndicaux sont en train de rejeter petit à petit en attendant une réaction beaucoup plus coordonnée de leur part. Et je craignais que cet appel à la trêve ne puisse avoir un écho favorable chez les travailleurs, dans la mesure où, comme on vient de l'entendre dire le syndicat des médecins, il n'y a même pas de début d'exécution de la part du gouvernement des engagements qui ont été pris il y a quelque temps de cela. Donc, il faudrait que le gouvernement arrive à exposer une certaine cohérence entre ce qu'il recherche comme objectif, notamment, par exemple, la trêve sociale, et les propositions, mais aussi les débuts d'exécution qui permettraient aux partenaires en face de se rendre compte que le gouvernement a effectivement la volonté de régler les questions qui sont posées. Autrement dit, si on remonte un peu plus haut, moi je pense à l'heure actuelle que la question de la fronde sociale, la question des syndicats, ça rentre dans une approche plus grande encore que les petites revendications qui sont faites par les catégories du travailleur ici, parce qu'on a une fonction publique qui génère les problèmes qu'on a. Donc, pour sortir de ces problèmes, il faut non seulement apurer ces passifs qui existent, mais il faut concevoir une autre fonction publique qui ne soit pas une fonction publique de carrière et à caractère social. Du coup, tant qu'on va rester dans ce modèle, il est très difficile pour ces gouvernements-là de trouver suffisamment de ressources pour satisfaire donc les dimensions sociales du travail. C'est vrai que... Et c'est là où le problème, je pense, se pose. C'est vrai qu'on a trouvé que ce discours, il était assez mesuré. C'est une peinture proche de la réalité, réaliste donc, mais encore quand même de bonnes intentions. Quand vous écoutez, apparemment, il y a moins, depuis sa déclaration de politique générale jusqu'à maintenant, il y a moins de résultats, mais encore plus de bonnes intentions. On va faire, c'est toujours... c'est du classique, non, quelque part? Oui, tout à fait. Et justement, je pense que le Premier ministre a été conscient de cela. D'entrée de discours, il a annoncé que la majorité de l'année était donc de la responsabilité de son prédécesseur, d'une manière symbolique de dire que la situation qu'il va dépeindre n'est pas tout à fait de sa responsabilité à lui et que lui-même, il va faire des propositions dans le cadre de ces discours-ci et aussi en se référant à son discours sur son programme.
Donc là-dessus, les syndicats ont tout de suite de quoi réagir et c'est ce qu'on est en train de voir. Par exemple, la réduction de train de vie de l'État, c'est vrai qu'il a parlé de ce séminaire gouvernemental et bon, on s'attendait très vite à ce qu'il y ait des actions fortes aussi à ce niveau en termes d'exemplarité. Visiblement, ce n'est pas encore le cas. Il faut attendre encore et comme il a dit, il y a eu des propositions qui seront reversées dans le cadre de la remise à plat des salaires. Oui, comme on l'a souvent dit, je crains que la question de la remise, la réduction du train de vie de l'État, ce soit un dialogue de sourds entre les agents et les dirigeants, le gouvernement. Pourquoi? Pour la simple raison qu'en réalité, vous n'entendrez pas de la bouche des agents les vrais problèmes qui suscitent leur courroux en réalité. Il ne s'agit pas du... Bon, c'est vrai que le syndicat, la CGTB parle des salaires, des contrats des ministres, avec des salaires qui dérogent de la réglementation normale, mais je pense qu'il y a aussi les décisions de gestion des marchés publics aussi, qui peuvent susciter ces réactions-là de la part des travailleurs, qui ne tiennent pas compte forcément du fonctionnement du cabinet, ce qui n'est pas grand-chose en réalité, mais plutôt donc de ces affaires-là entre griffes, qui peuvent susciter le courroux des agents, qui estiment que, eux, si effectivement l'État a des difficultés et qu'on ne peut pas subvenir à leurs revendications, qu'il n'y ait pas non plus un certain nombre d'engagements et que l'on voit qui ne sont peut-être pas tout à fait ce que aurait être si on avait l'idée de réduire le train de vie de l'État. Donc il y a ces malentendus, à mon sens, qui fait qu'on ne peut pas trouver tout de suite un accord sur la question, à moins de convoquer, comme ça a été promis aussi par le Premier ministre, le dialogue syndicat-gouvernement. Et là, peut-être que les questions vont peut-être qui va s'ouvrir d'ailleurs voilà. mardi. Voilà. C'est annoncé pour mardi, Okay. le dialogue gouvernement-syndicat. Alors, docteur Louré, déjà sur la question, donc le volet santé, on sait que cette semaine aussi, il y a eu des décrets et arrêtés qui ont été pris dans ce sens justement. Il y a quand même de quoi calmer un peu la situation, non? En fait, de quoi calmer la situation, je dirais non. Parce que quand on prend le monde de la santé, aujourd'hui, on parle de la fonction publique hospitalière et le syndicat des médecins parle de l'application de la fonction publique hospitalière. La fonction publique hospitalière a été adoptée en décembre 2017. Et je me rappelle à l'époque, le ministre Nicolas Méda disait en juin 2018, la fonction publique sera opérationnelle. Et on a dit, OK, c'est formidable, on attend juin 2018, on est en juin 2019, une année après. Et quand on pousse loin, même dans la loi, les dispositions transitoires disent au plus tard une année après la mise en action, on doit pouvoir faire tous les décrets. On a plus d'une année, c'est-à-dire que le gouvernement n'est même pas capable de respecter la loi qui a été votée à l'Assemblée nationale. Les gens ont négocié, à chaque fois on adopte un décret, après on négocie, la front sociale se calme. Aujourd'hui, dans le monde de la santé, on est à bout. On pense que c'est une goutte d'eau qui déborde le vase et on en a marre. À chaque fois, on dit que bon, on signe un décret et puis vous vous calmez. Après, encore, on signe un autre décret et puis vous vous calmez. Mais aujourd'hui, ce que les agents demandent, c'est l'opérationnalisation de la fonction publique hospitalière. Quoique la fonction publique hospitalière, on s'en rend compte aujourd'hui, elle ne réduit pas les inégalités. Puisque la fonction publique hospitalière, lorsqu'elle sera mise en place, le médecin généraliste qui sort, il a un bac plus 8. Au mieux, si on dit qu'il a bien touché, peut-être c'est autour de 400 000 francs. Il a un bac plus 8. Quand on essaie de faire des comparaisons en termes de revenus mensuels des autres corps, il y a toujours cette inégalité qui est là. Donc aujourd'hui, au-delà de la fonction publique hospitalière, quand on prend le monde médical particulièrement, on dit non, ça ne résout même pas les inégalités, mais c'est un pas. Et ce pas-là, pour le faire, il faut l'opérationnaliser. Il faut déjà... Du coup, on se demande s'il ne vaut pas mieux d'attendre cette remise à plat des salaires qui allait corriger ces inégalités. Mais en fait, la remise à plat, le problème, c'est quoi? Le gouvernement a joué à la traîtrise. Parce que vous dites, on fait remise à plat, on fait la conférence, on fait les conclusions, c'est magnifique, tout le monde est d'accord. Il y a certains syndicats, le syndicat des médecins a participé à la remise à plat en se disant que non, il faut aller, c'est le dialogue. Il y a d'autres syndicats qui ont refusé. Et après ça, on voit que non, il y a des accords qui sont signés entre d'autres syndicats pour dire que non, vous prenez ça, vous prenez ça. Mais non, quand on dit on fait une remise à plat, la conférence a eu lieu, on a fait des recommandations, on dit à partir de maintenant, on bloque tout et on fait la remise à plat pour tout le monde. On ne dit pas de réduire le salaire de tout le monde, mais de trouver le juste milieu afin d'éviter les inégalités qui existent dans la fonction publique burkinabé actuellement. Donc c'est vraiment de la traîtrise de la part de l'État en disant ouais, on y va pour la remise à plat et puis après on passe en arrière-plan pour signer des choses. Puisque je sais que le syndicat des médecins a été de très bonne foi sur ce sujet-là. Par exemple, quand on prend la négociation de la fonction publique hospitalière, que ce soit les indemnités de logement, les indemnités de technicité, on n'a pas touché. Le gouvernement a dit, quand on fera la remise à plat, on verra ça et on va ajuster pour tout le monde.
Le syndicat des médecins, disons les syndicats du monde de la santé, ont dit « Ok, on a de bonne foi, on vous croit, on vous suit ». Et aujourd'hui, on passe en arrière, on signe des accords avec d'autres. C'est même indemnité de logement, on accorde ça à d'autres, et puis à d'autres, on n'accorde pas. Donc nous, on dit aujourd'hui, ça suffit. Aujourd'hui, c'est vraiment pour la dignité du monde de la santé que nous allons débrayer pour ces mouvements de grève. Alors, Chaka Koulibaly, mardi, le Sincha annonce donc une grève. Mercredi, c'est le syndicat des médecins qui entre dans la danse. C'est une paralysie générale qui s'annonce dans le secteur de la santé. Oui, on peut le craindre. Hein. C'est-à-dire que ces grèves-là, mises ensemble, on s'est dit que le secteur de la santé va tout de suite être paralysé. Et c'est dommage qu'on en soit arrivé à cette situation. Le préavis a été déposé quand même, je pense, assez tôt, ce qui aurait permis que le gouvernement réagisse en annonçant un certain nombre de mesures qui auraient pu permettre donc de lever le mot d'ordre de grève ou de le repousser à un peu plus tard, ne serait-ce qu'en déconnectant les deux grèves. Il y a des décrets et arrêtés qui ont été pris cette semaine oui, au Conseil mais comme il vient de l'expliquer... Même ces décrets ne respectent pas les tests, au fait, les accords. Puisqu'on a dit que le salaire indiciaire, on augmente de 20%, mais on s'en rend compte qu'à certaines personnes, c'est 17%, il y a d'autres, c'est disparate, et on ne comprend pas. Donc, dans la mise en œuvre, il y a des difficultés. Je pense que là-dessus, il aurait fallu quand même que le gouvernement organise des concertations organisées entre les deux syndicats, ou l'ensemble des syndicats du monde syndical et du monde médical, de sorte qu'ils puissent avoir une ligne claire de ce que le gouvernement recherche comme objectif avec cette catégorie d'agents. Comme je le dis très souvent, c'est parce que dans la plupart des cas, on ne sait pas exactement qu'est-ce que le gouvernement propose. Ça fait que le partenaire en face n'a même pas d'éléments pour... Je prends le cas des dirigeants syndicaux. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent à leurs militants lors d'une assemblée syndicale? Est-ce que ce n'est pas dû aussi à la réalité financière qui fait que le gouvernement, au lieu de jongler... Même la réalité financière, on peut se l'expliquer. Moi, je pense que le ministre de la Santé, si on prend cet exemple précis, il est dans un ministère où tous les agents qui sont concernés par les mouvements dont tu parles sont aussi du ministère. Donc, ils sont au courant des réalités. Et comme le syndicat des médecins l'a dit dans le sujet que vous avez présenté, ils sont eux-mêmes au courant des difficultés qui existent. Donc, ils sont de bonne foi, en quelque sorte, pour écouter les propositions du gouvernement. C'est en écoutant que je pense, et en écoutant les différents acteurs, qu'à la longue, ils se sont rendus compte que le gouvernement cherche à gagner du temps et qu'au fond, peut-être que les revendications qui ont été faites ne seront pas satisfaites, mais qu'on cherche donc à gagner du temps en comptant sur la capacité de mobilisation, la pugnacité des syndicats, etc., etc. Et à ce rythme-là, je crains qu'on ne puisse pas vraiment résoudre. Avec ce problème qui s'est aggravé avec la remise à plat annoncée lors de la conférence, et puis les évolutions qu'on a eues par la suite avec d'autres syndicats, d'autres catégories d'agents. Donc là-dessus, c'est difficile maintenant, pour une catégorie comme les médecins ou les agents de la santé, d'entendre la trêve que le Premier ministre lance. Parce qu'ils ont vu qu'ils ne sont pas à égalité de traitement dans la fonction publique et que ce qui devrait leur revenir n'est pas en cours de lettres, et si bien qu'ils ne savent plus donc à quel sens se vouer. Deux secteurs assez importants, il y a la santé, mais il y a aussi la justice qui est paralysée déjà depuis quelques semaines. Et les avocats qui ont reconduit leur grève pour 2 semaines depuis mardi dernier. Et dès demain déjà, lundi, ils seront en sit-in devant la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou. Ça complique les choses, tout ça. Très compliqué. Et on sait que le dénominateur commun de tout ça, c'est l'argent. Et le gouvernement doit en trouver beaucoup en même temps afin donc de faire ses propositions. Parce que, comme on l'a vu avec le cas de la fonction publique hospitalière, il ne suffit pas de signer maintenant les engagements. Il faut encore les mettre en œuvre dans les délais légaux. Et si cela n'est pas fait, automatiquement, les agences sont en position de revendication. Et là, on ne peut pas trop compter sur leur bonne foi, surtout quand ils assistent à certains actes qui peuvent les faire sembler que non, il y a de l'argent quelque part et que c'est eux qu'on ne veut pas satisfaire. Du coup, il y a ce décalage de traitement, cette inharmonie dans l'attitude du gouvernement vis-à-vis du monde du travail, etc., qui me semble ne pas être de nature à calmer. Pour la poste, par exemple, le statut a été réglé. Exactement, vous voyez. Là, ça paraît quand même compliqué. Il y a aussi le secteur de la santé, de l'éducation qui attend déjà un statut qui est en élaboration à ce niveau également. Mais est-ce qu'au niveau des travailleurs, on comprend véritablement toute la difficulté de l'exécutif à faire face à toutes ces revendications, justement? En fait, c'est comme M. Siaka l'a dit,
quand on prend les traitements disparates, on se dit quelque part, il y a de l'argent dans le pays. Parce qu'on ne peut pas prendre des gens de la fonction publique, on traite d'autres différemment et on veut que les autres assistent impuissamment. Parce que, bon, je reviens encore sur la remise à plat, parce que moi je pense que tout ce problème, c'est le gouvernement qui se crée ses propres problèmes. On a parlé des remises à plat. En ce moment, il y avait une sorte de trêve sociale qui était là. Les gens s'étaient un peu calmés. On aurait pu aller vraiment sur cette base. On dit, voilà, dorénavant, voilà ce qu'on va faire, voilà. On essaye d'avoir une certaine équité dans le traitement, mais pour cela, il faut que le gouvernement soit exemplaire. Parce que tu ne diras pas aux travailleurs, serrez-vous la ceinture, alors qu'on voit que les ministres commandent combien de talismans pour rouler. Ce n'est pas possible, en fait. Le gouvernement se crée ses propres problèmes. C'est-à-dire qu'il faut de l'exemplarité, il faut que la gabégie et tout ce qui est corruption qu'on voit au niveau des services, stop. Et là, quand on dira à un travailleur, stop, il va stopper. Mais tu me dis pas... Ce que le Premier ministre demande, justement, c'est un sursaut patriotique. Non, mais dans un sursaut patriotique, il faut que ça vienne d'eux. Moi, je pense que l'exemplarité, la meilleure manière de conseiller quelqu'un, c'est d'être un exemple. Quand on me dit ne vole pas, ne sois pas voleur. Quand tu es voleur et que tu me dis de ne pas voler, sachant que toi, tu voles des milliards, moi, je ne demande qu'à manger, ça ne peut pas marcher. Il faut d'abord de l'exemplarité au sein du gouvernement. Ensuite, on pourra demander aux partenaires sociaux, voilà ce qu'il y a, on souhaiterait faire ceci et cela pour qu'ils puissent suivre. On ne peut pas demander de l'autre côté, bon, faites un peu d'effort, et puis de l'autre côté, bon. C'est qu'on revient au même problème, l'exemplarité. Est-ce qu'en quelques mois, depuis la déclaration politique générale, où le Premier ministre Dabiri a annoncé cette dimension des choses, est-ce qu'en quelques mois, il n'aurait pas pu, est-ce que lors de ce discours sur la situation de la nation, il n'aurait pas pu venir avec des résultats concrets sur cette question? Parce que là aussi, on a l'impression effectivement que le gouvernement joue un double jeu. On dit il y a eu un séminaire gouvernemental, il y a eu des résultats, mais on a préféré les reverser dans la dynamique de remise à plat. Bon. Est-ce que quelque part, il n'y a pas un jeu trouble qui complique la situation? C'est comme je l'ai dit, il n'y a pas de cohérence dans l'approche du gouvernement des différentes questions. Sur la question du train de vie de l'État, comme on l'a dit, les agents sont prêts à comprendre si l'exemple venait de là où ça devrait venir. Ça ne doit pas être compliqué pour l'exécutif de renoncer à certains avantages. C'est plus compliqué qu'on le pense. C'est là où toute la dimension de la situation d'après-insurrection prend son sens. Les agents, ce sont les jeunes que vous voyez aujourd'hui, qui font partie donc de ce mouvement social de changement qui a amorcé en 2014 et qui voudraient voir une autre façon de diriger les choses. Lorsqu'ils voient certains de leurs collègues qui ne sont pas plus méritants qu'eux accéder à des fonctions de manière quelque peu pas très conforme à la méritocratie, et qu'à partir de là, il y a une attitude qui est développée, attitude donc qui tend à déroger de ce que le Burkinabé courant a comme conception de la vie, ça pose beaucoup de problèmes. Maintenant, on peut se demander, est-ce que le Premier ministre Dabiri était en mesure de mettre de l'ordre dans son gouvernement en termes de comportement, en termes d'attitude, en termes de relations avec les agents publics? Je crois que ça, c'est extrêmement important. Et là, il ne semble pas avoir pris la dimension des choses. Cette affaire des talismans qui s'était déroulée, qui a défrayé la chronique, vous avez vu comment le porte-parole du gouvernement avait alors considéré la chose. Pour lui, c'était plus que normal qu'on commande les talismans. Alors que pour le commun des travailleurs, c'était une dépense de luxe supplémentaire. Pendant qu'il y avait déjà des véhicules dans les cabinets, on achète encore un véhicule dont l'utilité n'est pas tout à fait démontrée. On sait que ça ne peut pas permettre au budget de l'État d'engranger grand-chose, mais c'est la symbolique. C'est la symbolique qui pose problème. Et comme on l'a dit, on est dans un contexte nouveau où il n'y a plus une autorité dominatrice qui, comme dans le passé, sous le régime Compaoré, il y avait une force supérieure qui comprimait un peu tout le monde. Même s'il y avait des inégalités, les gens n'osaient pas tellement les exprimer. Aujourd'hui, les gens pensent avoir levé le verrou. Et là, ils ne sont pas prêts à accepter des arrangements qui ne sont pas des arrangements en réalité qui les profitent. Donc, il n'y a pas une situation gagnant-gagnant. Il y a une situation d'un côté seulement. Et là, je crains que la masse des agents, avec le niveau d'âge qu'ils ont, il sera assez difficile qu'ils acceptent un certain nombre de choses. Maintenant, comment on s'en sort de tout ça? Je pense que... Peut-être l'espoir viendra de ce dialogue gouvernement-syndicat annoncé pour cette semaine, la semaine qui commence. En partie. Parce que je crains que dans le dialogue gouvernement-syndicat, on soit coincé dans les normes de la fonction publique, etc., etc. Et il va être difficile d'aller sur tous les sujets, puisque la conférence quand même a un cadre, et il y a des questions qui sont à l'ordre du jour, etc., etc. Je pense, au vu des problèmes qui se posent aujourd'hui, que la nécessité de ce grand dialogue politique dont on a souvent parlé est encore plus importante.
À mon avis, ce gouvernement ne pourra pas amener les travailleurs à désarmer. Il faut plutôt un cadre général où on explique aux agents de la fonction publique, voilà les objectifs que le pays a maintenant, à partir d'un certain diagnostic que nous ferons ensemble. À vous de donner votre contribution qui serait de déroger à vos revendications pour telle durée, bien précise. La durée d'ailleurs qui pourrait être celle qui permettrait... Avec une contrepartie, justement. Avec une contrepartie, la durée sera celle qui permettrait de mettre en place tous ces dispositifs qui ont été pris par engagement, la loi 81 et tout ce qui s'ensuit. Et là, je crois qu'il y aura de la cohérence là-dessus. Mais comme ça, d'agents, des catégories d'agents à leur département, au Premier ministre, il me semble difficile qu'on s'en sorte de cette situation-là. En tout cas, c'est une situation assez compliquée, lourde à gérer. Moi, je reste très sceptique au fait de cette concertation, parce que quand je prends l'histoire récente du Burkina Faso, il y a eu combien de cas de concertation? Il y a eu combien d'états généraux? On a dit états généraux de la santé, états généraux de la sécurité, états généraux de la justice. Mais au fait, ça a accouché quoi? D'une petite souris. Ça n'a absolument rien donné. En vérité, les problèmes du pays sont connus. Est-ce qu'on a besoin de multiplier les rencontres à foison? Actuellement, on a réglé le problème. De l'analyse que je fais de la situation, on n'a pas besoin de multiplier les concertations parce qu'on sait tous quels sont les problèmes véritables de ce pays. Il faut des hommes courageux pour prendre les décisions courageuses. C'est tout. Il faut des hommes courageux pour prendre des décisions courageuses et assumer ça en se disant que l'avenir nous donnera raison. Mais si on reste dans des arrangements à gauche et à droite, on ne veut pas frustrer un tel parce que c'est un ami. Et même quand je dis ça, je mets l'opposition, tout le monde dedans. Parce que quand je prends les hommes politiques burkinabés aujourd'hui, j'aime dire, c'est des hommes politiques opportunistes. Ils ne font pas de la politique. Trop dans les calculs. Trop dans les calculs. Ils n'ont pas d'engagement, ils n'ont pas de projet de société, ils n'ont pas d'idéologie politique. Je voyais tout à l'heure sur Surface de Vérité, M. Soma qui disait qu'il a un langage doux de politique. Ça ne veut rien dire. Quand on fait de la politique, on a un projet de société, on a une idéologie politique. On a ce qu'on veut faire pour le peuple, on ne le fait pas parce qu'on a l'opportunité de le faire, parce qu'on atteint un certain niveau social. On dit, bon, pourquoi je ne vais pas faire de la politique? Non, on fait de la politique parce qu'on a une idéologie, parce qu'on a un projet de société pour le peuple. Et tant qu'on ne va pas arriver à cela, à avoir des hommes courageux qui vont prendre des décisions courageuses, on va toujours nager dans tout ce bourbier-là. Et bon, un jour, peut-être, on va aller taper le mur et on va se réveiller tous. Toujours est-il qu'il faut en sortir un jour. C'est vrai qu'il y a le ras-le-bol des concertations multiples qui n'ont pas toujours donné... Budgétivore en plus. Budgétivore. Mais là où je dis qu'il y a nécessité d'un grand dialogue, c'est que la proposition, par exemple, qui est évoquée, celle d'échanger les hommes, on ne peut pas le faire dans le cadre politique dans lequel on se trouve. On a un président élu au suffrage universel, donc il y a un mandat. On ne peut pas lui imposer des membres du gouvernement en dehors d'un accord politique. Et c'est pour ça que le dialogue devient important. Mais un dialogue qui soit vraiment profond et qui soit différent de tout ce qu'on a connu jusqu'à présent. Si on est en milieu de législature, vous ne pouvez pas imposer une autre majorité parce qu'il y a une majorité qui est déjà là. C'est à cause de ces problèmes, disons, politiques, technocratiques, qu'on sait qu'on ne peut pas sortir de la situation à l'heure actuelle sans passer par un autre accord. Le dialogue, il sera fécond si derrière il y a de la sincérité, volonté, le courage politique. Je sais qu'on va aboutir au dialogue, mais on risque d'y aboutir dans des conditions dramatiques. Voilà. C'est ça qui est un peu... Sans vous couper, moi j'aime dire souvent, j'ai dit, bon, ce n'est pas l'incapacité d'un dirigeant à savoir diriger. Mais le problème qui se pose, c'est l'incapacité d'un dirigeant à savoir s'entourer d'hommes compétents. Et je ne dis pas qu'il faut changer le mandat, il a été élu, les députés ont été élus, mais qu'il soit à mesure de faire appel à des gens compétents qui ont de l'amour pour ce peuple. Et ça pourrait changer. Voilà, on va poursuivre justement les mouvements d'humeur et Ouagadougou qui pourrait connaître une pénurie de charbon de bois et de bois de chauffe. La faute à un mouvement d'humeur aussi des travailleurs des eaux et forêts qui perdurent, les grossistes, transporteurs du bois de chauffe et de charbon de bois et les détaillants ont observé un sit-in cette semaine. Ils ont garé leurs camions vides pour exprimer leur mécontentement sur cette place publique. Cela fait une vingtaine de jours qu'ils n'arrivent plus à ravitailler les différents marchés en bois de chauffe et en charbon de bois. Ces grossistes transporteurs de bois de chauffe, de charbon de bois et détaillants se disent pris en otage dans la crise qui oppose le gouvernement au syndicat des agents des eaux et forêts. Une crise qui dure environ 3 semaines et durant lesquelles le syndicat a suspendu la délivrance des documents afférents au transport du bois de chauffe et au charbon de bois. Avec la saison pluvieuse qui approche à grands pas, ces travailleurs du combustible d'origine ligneuse craignent de ne pas pouvoir transporter le bois et le charbon stockés dans les endroits difficiles d'accès.
en brousse, il y a des zones qui sont vraiment, une fois que la pluie tombe, c'est inaccessible. Comme c'est inaccessible, en cette période-ci, c'était vraiment la période où nous faisons nos stocks. Donc si la période où on fait les stocks, aucun camion ne va en brousse, comment on va faire? Donc ça veut dire qu'au cas où ils vont délivrer, on ne sait même pas quand est-ce qu'ils vont délivrer les documents. Donc ça veut dire que déjà on est en retard. Et lorsqu'il y aura rupture de stock, ça veut dire qu'il y aura rupture de charbon de bois à Ouagadougou ou dans les autres villes. Et les ruptures se font déjà ressentir sur le marché. Les détaillants disent ne plus avoir assez de stock. Les vendeurs de charbon et vendeurs de bois savent que la moitié de la population burkinabé utilise ça. On s'entraide. Le gaz ne suffit pas. Actuellement, je n'ai pas de stock, même pas un sac de charbon à vendre et je suis sérieuse quand je dis cela. Venus en nombre à travers plusieurs villes de l'intérieur du pays, ces grossistes transporteurs de bois de chauffe, de charbon de bois et détaillants invitent donc gouvernement et syndicats à trouver un terrain d'entente afin d'éviter de mettre en difficulté les 60% de ménages en milieu urbain qui utilisent toujours le bois de chauffe et le charbon de bois. Et voilà. L'actualité de la semaine, c'est aussi ces associations de défense du droit au logement qui ont marché sur la primature. Des centaines de personnes qui réclament notamment un audit sérieux des opérations de lotissement et la justice dans l'attribution des parcelles. Sexagénaire, il est aux avant-postes. Sifflé dans la bouche, il crie son mécontentement aux côtés de ces centaines de jeunes issus principalement des zones d'habitation précaires, communément appelées zones non loties. Leur mobilisation n'a pas faibli depuis le début de la fronde. Leurs revendications non plus n'ont pas varié malgré la récente sortie du ministre de l'Habitat pour tenter de calmer le jeu. Ils s'insurgent toujours contre le déguerpissement sauvage des populations sans mesure de relogement et surtout l'action des sociétés immobilières. Bon, ils disent que ce n'est pas le lotissement, mais c'est leur manière de lotir. Parce qu'on a vu qu'ils font des bornes et puis ils vendent des villas de 10 à 15 millions à des ans. Pourtant, nous sommes dans des localités zones non loties. Ce que nous espérons aussi, c'est pour que l'État vraiment n'a qu'à essayer de voir pour mettre une commission en place pour pouvoir lotir au moins les parcelles là, au moins pour les Burkinabés. Parce qu'on n'a pas les moyens pour payer les parcelles de 10 à 15 millions. Il y a des riches qui ont toujours des parcelles et nous les pauvres, on reste là, on n'a rien. Pourtant on veut qu'une seule seulement pour dormir. Vous voyez que ce n'est pas normal. Voilà, c'est pour cela qu'on est sortis, pour parler qu'ils n'ont qu'à avoir pitié de nous. Ils accusent surtout l'État d'avoir favorisé le pillage du foncier urbain et rural par les sociétés immobilières à travers la signature d'un arrêté portant autorisation de lotir et signé conjointement par le ministre de l'Habitat et celui de l'administration territoriale. Le ministre Dieudonné Maurice Bonannay a pourtant apporté le démenti sur cette affaire lors de sa conférence de presse le 7 mai dernier. Mais la coalition des associations de défense du droit au logement maintient ses affirmations. Nous avons relevé que le ministre lui-même, avec son collègue de l'administration territoriale et de la décentralisation, ont autorisé le 31 décembre 2018 des opérations de lotissement dans toutes les communes rurales environnantes de la ville de Ouagadougou. Sur cette base-là, il ne peut pas nous dire le contraire. Ils disent ne plus avoir affaire au ministre de l'Habitat accusé de ne pas tenir ses promesses. La marche est donc menée en direction du Premier ministère. Le message sera finalement réceptionné par le secrétaire général du ministère de l'Habitat. Car au même moment, le Premier ministre Christophe Joseph-Marie Dabiré se trouvait à l'Assemblée nationale pour prononcer son discours sur la situation de la nation. Et parlant du discours sur la situation de la nation, le Premier ministre, vous le savez, a parlé de cette affaire de déclassement de la forêt de Kwa qui continue de faire des vagues. Le prix Nobel alternatif 2018, Yacouba Savadogo, est contre ce projet. Il parle de désastre écologique et appelle les autorités burkinabées à changer de site pour la construction de l'hôpital de référence. C'est le député de l'UPC, Moussa Zerbo, qui est allé solliciter son plaidoyer. Le déclassement d'une partie de la forêt du Kwa Bobo Dioulasso pour la construction d'un hôpital, un film dont l'issue reste pour l'heure incertaine. Pour ou contre, les supputations vont bon train et avec les stratégies pour faire peser la balance en faveur ou en défaveur du déclassement. Le député Moussa Zerbo, lui, est contre le déclassement de cette forêt, classée depuis 1930 et dont l'utilité n'est plus à démontrer.
On n'est pas contre la construction de l'hôpital. Bien au contraire, nous connaissons l'utilité de l'hôpital, mais nous disons la forêt, c'est un autre hôpital à ciel ouvert, gratuit, où les gens peuvent rentrer se soigner. Ne serait-ce que l'oxygène et ce bien-être que ça procure à nos populations, c'est déjà quelque chose de très bien. Et il faut signaler dans cette forêt de quoi? Les nappes d'eau. Il y en a essentiellement près de 6 nappes importantes qui sont dans cette forêt. Mais en déclassant, qu'est-ce qu'on laisse pour les générations à venir? Et pour donner de l'écho à son propos, il est allé solliciter le plaidoyer du vieux Yacouba Sawadogo, prix Nobel alternatif 2018 pour son combat contre l'avancée du désert. Son exemple qui a inspiré le monde entier, qui a inspiré la nation entière, je pense qu'il était bien séant de venir auprès de lui, demander son soutien, demander ses conseils. Qui mieux que celui qui a consacré toute sa vie à lutter contre le désert pour comprendre le SOS des populations, le vieux Yacouba Sawadogo marque son soutien défectible auprès de ceux qui ont fait du déclassement de la forêt du Kwa leur combat. Construire un hôpital pour les populations est une bonne chose. C'est quelque chose de grand et dont l'utilité n'est plus à démontrer. Nous sommes très heureux de recevoir de telles informations. Mais détruire une forêt pour y construire un hôpital, là, je ne suis pas d'accord. Imaginez tout ce désastre écologique, des espèces qu'on ne pourrait plus jamais avoir. Je suis contre ce projet de déclassification d'une forêt, fut-il pour construire un hôpital. Il y a bien trop d'espace pour le faire. Moussa Zerbo n'est pas seulement allé solliciter la voix du vieux, il est aussi allé le féliciter pour son prix reçu le 25 septembre 2018 à Stockholm en tant que président de la commission chargée du développement rural et des changements climatiques de l'Assemblée nationale. Moussa Zerbo est également député UPC de la ville de Bobo-Dioulasso et à ce titre, le déclassement de la forêt du Kwa l'incombe au premier chef. Siaka Coulibaly, c'est là une voie importante dans le cadre de ce combat, de cette lutte pour sauver donc la forêt de Kwa. Alors, c'est quoi finalement le problème? On se demande pourquoi l'exécutif a du mal à convaincre les partenaires chinois qu'il faut changer de site. La question, elle est là. On a entendu d'ailleurs le Premier ministre Dabiri à l'Assemblée qui a dit que les partenaires, effectivement, souhaitent qu'il en soit ainsi et qu'ils ont même apporté des garanties. Oui, je pense qu'il y a des aspects de l'information qui manquent pour comprendre donc l'ensemble du dossier. Le conseil municipal de la ville de Bobo, je pense, a commis une erreur en parlant de déclasser la forêt de Kwa. S'ils avaient délimité aux 16 hectares nécessaires pour l'hôpital une partie de la forêt, peut-être que les problèmes n'auraient pas été aussi grands qu'ils ne le sont à l'heure actuelle. Et quand vous allez sur le terrain de cette forêt, vous allez vous rendre compte que malgré son classement en 1930, son entretien n'a pas été effectif, de sorte qu'aujourd'hui, une bonne partie de ce qui est considéré comme la forêt de Kwa fait l'objet d'activités humaines. Vous avez des logements, vous avez des cultures. Donc, il y a une bonne partie aujourd'hui qui aurait pu être utilisée pour faire l'hôpital sans qu'on ne parle même de la forêt parce que cette partie, il n'y a plus tellement de végétation. La végétation aujourd'hui, elle est un peu circonscrite à l'abord du fleuve que vous avez vu là, où il y a effectivement une bonne végétation, mais il y a de grandes parties de la forêt qui ne sont plus en tant que telles de la forêt. Donc il faut quand même qu'on arrive à préciser exactement de quoi il s'agit lorsqu'on parle d'utiliser la forêt pour construire l'hôpital. On parle aussi de la nappe d'eau, justement. Oui, la nappe, c'est vrai. Ensuite, il y a que le conseil municipal a donné son accord pour le déclassement qui relève du ministre, enfin qui relève du gouvernement. C'est le gouvernement qui a... Le conseil municipal a donné un avis favorable. Oui, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le gouvernement décide de déclasser, le conseil municipal ne s'oppose pas. Tout à fait. Ce qu'on n'a pas compris dans le débat public, c'est que c'est comme si c'est le conseil municipal qui déclassait la forêt, ce qui n'est pas vrai. Tout à fait. Donc, le conseil municipal ne s'oppose pas au déclassement. Ça veut dire quoi? Que le gouvernement
doit étudier la situation, où est-ce qu'on peut faire le déclassement, où est-ce qu'on ne peut pas le faire, et prendre une décision d'autorité en disant telle partie peut encore être utilisable pour installer l'hôpital. Peut-être qu'on aurait pu convaincre beaucoup plus les sceptiques en faisant des études d'impact. Mais bien sûr, c'est ce que je dis. Il y a à ce moment précis du dossier un manque d'informations qui peut être comblé par la suite s'il y a des missions qui sont envoyées et qu'un rapport rapide est établi pour délimiter, expliquer en quoi cela consiste exactement. Là, il y a aussi une certaine vindicte contre la Chine populaire qu'on accuse donc de vouloir installer l'hôpital dans une forêt, alors qu'il y avait un autre endroit qui était déjà destiné à mettre cet hôpital-là. Mais ce qu'on n'explique pas, c'est qu'en réalité, l'idée de l'hôpital venait de la Chine de Taïwan, qui avait déjà trouvé un endroit, donc à Borodougou. Vous savez, à l'entrée de Bobo, au péage, là, toute la partie qui est à droite, c'est là qu'on appelle Borodougou. Mais quand vous voyez qu'il y a beaucoup d'activités humaines qui se mènent là-bas. Il y a des vergers, c'est là où on exploite le sable et le granit. Donc, ce sont des zones qui ont été classées forêt, mais qui en réalité font l'objet d'activités humaines. Donc, il faut que le gouvernement commandite une mission qui va voir exactement de quoi il s'agit et où est-ce qu'on peut placer donc, cet hôpital-là sans créer des dommages à la forêt, sans créer de dommages à l'environnement. Et d'ailleurs, on sait qu'il n'y a pas un projet aujourd'hui qui doit se mettre en œuvre sans une étude environnementale, d'évaluation environnementale. Est-ce que ça a été fait dans le cadre de l'hôpital? On ne sait pas. Donc, il y a pas mal d'éléments, à mon sens, qui manquent et à la décision. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le Burkinabé fait des commentaires, mais sans disposer vraiment d'éléments. Est-ce qu'à partir du moment où il y a la polémique, il ne vaut pas mieux tout simplement de changer de site? On peut en trouver à Bobo. Oui, il se trouve que le premier site qui avait été arrêté, donc le site de Borodougou, est à 2 pas de là où on veut faire un nouveau site. La Chine populaire veut reprendre le dossier parce que dans les accords avec le gouvernement burkinabé, il a été convenu que tous les projets qui ont été initiés par la Chine de Taïwan, la Chine populaire s'engage à les poursuivre et qu'on ne les abandonne pas. Donc ça, c'est un engagement qu'ils ont pris en gouvernement. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est obligé de poursuivre le dossier presque dans les conditions dans lesquelles il était déjà au moment où on avait ce changement de partenariat diplomatique-là. Sauf qu'avant, il n'y avait pas de polémique. Il n'y avait pas de polémique parce que là où on parle, c'est justement là où il y avait beaucoup d'activités, ce n'était pas tellement la forêt. Et aujourd'hui, on a parlé de la forêt parce que territorialement, il s'agit effectivement de la forêt. Mais il y a des parties qui ne sont plus de la forêt en réalité, qui peuvent très bien, mais ça, il faut que le gouvernement, le ministère de l'Environnement, dise à partir d'un diagnostic, effectivement, on peut faire à tel ou tel endroit et pas à tel autre endroit. Et sans ça, on ne peut pas, nous, en tant que citoyens, décider de cela en étant dans les débats comme on est en train de le faire actuellement. Donc plus de communication de la part du gouvernement pour essayer de mieux expliquer le projet. En fait, ce projet, je pense que le problème que la forêt classée de Kwa pose, c'est toujours l'idée que le dirigeant pense qu'il peut faire tout ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. On aurait été où ils auraient respecté les tests de loi, c'est-à-dire mener une étude environnementale, agencer les choses comme il se doit, comme la loi le dit. Exactement. On aurait pu peut-être comprendre. Mais moi, je suis médecin, je connais l'importance d'un hôpital, mais je m'oppose à la construction de l'hôpital dans la forêt classée de Kwa. Ce n'est pas parce qu'il y a une déforestation qu'il faut y aller. Si M. Sawadogo est allé dans le désert pour lutter contre l'avancée du désert, nous, on a la chance, il y a un fleuve qui passe à côté. Pourquoi ne pas replanter nos arbres et aller construire? J'ai essayé de voir une vue satellitaire de la zone de Bobo, mais on peut trouver un autre endroit pour construire cet hôpital. Et on ne peut pas se lever et dire que non, on déclasse. Non. Il y a la loi qui le dit, il y a des procédures qu'il faut mener. Il faut mener une étude environnementale, il faut mener les études d'impact pour pouvoir dire on va déclasser telle ou telle partie. Mais on suppose que c'est un projet sérieux, ça a peut-être été fait, peut-être qu'il n'y a pas de communication autour. Mais même s'il n'y a pas de communication, c'est possible, mais je doute fort. La manière dont aujourd'hui on en parle partout, s'il y avait vraiment une étude sérieuse qui avait été faite et disant que non, ça ne va pas contaminer la nappe phréatique et tout ça, on aurait pu comprendre. Les gens parlent souvent de Yalgado, que Yalgado a été construit en déclassant un peu Bangré-Ouégo. Mais aujourd'hui, avec du recul, c'est une mauvaise stratégie. Yalgado n'a pas de système d'épuration. Tout l'eau qui sort de Yalgado se déverse dans le barrage. Donc, il faut y réfléchir. La santé, dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, il faut y penser dès maintenant qu'on fait quelque chose. Je crois sincèrement qu'on gagnerait à construire l'hôpital dans un autre site. Et les arbres qu'on a coupés où ça habite, il faut juste replanter ces arbres-là pour encourager M. Sawadogo quand même dans sa lutte. Voilà.
Hôtellerie, tourisme, mines, agriculture, c'est presque tous les secteurs clés du développement qui ont du plomb dans l'aile à cause du terrorisme en Afrique de l'Ouest. L'impact est visible sur l'économie des pays du G5 Sahel. Terrorisme, quel impact économique dans les pays du Sahel? C'est l'Institut Free Afrique qui pose la question avec des chiffres à l'appui. Ils sont tous experts, chercheurs ou socio-économistes de l'Afrique de l'Ouest. Ils ont une histoire commune, leurs différents pays croulent sous le poids de l'hydre terroriste. Ils sont du Mali, du Niger, de la Mauritanie, du Tchad et du Burkina Faso. En plein air devant un parterre d'invités, ils livrent une partie du fruit de leurs recherches entamées depuis presque un an et qui s'achèvent dans quelques mois. Quel impact économique du terrorisme dans les pays du Sahel? Au Mali, à cause de la situation sécuritaire, les dépenses militaires constituent la priorité de l'État au détriment des secteurs vitaux comme l'éducation et la santé. Les dépenses budgétaires allouées à la défense sont passées du 5e poste au 1er poste en 2017. On a 16% contre à la limite 6%. Vous voyez, il y a 10 points de pourcentage de différence entre les deux en 2016. Donc il y a vraiment un gros gap entre les dépenses militaires et les dépenses allouées aux services sociaux de base. Les réalités sont presque similaires dans les autres pays avec quelques différences. Au Mali, par exemple, l'agriculture au centre du pays est hypothéquée cette année. Aucun paysan n'est sûr d'aller au champ et y revenir vivant. Pendant ce temps, au Burkina Faso, c'est le tourisme et l'hôtellerie qui font les frais des attaques terroristes. 93% des enquêtés d'une étude menée par l'Institut Free Afrique affirment avoir enregistré des baisses de recettes. Un touriste ne dépense pas seulement pour la chambre d'hôtel, mais aussi dans la restauration, les achats d'artisanat, la location des véhicules. Donc, si la tendance, s'il n'y avait pas eu un ralentissement dans les nombres d'arrivées de touristes en 2016 et 2017, le Burkina Faso aurait eu 39 000 touristes en plus pour une dépense total de 3,9 milliards de francs CFA. Au Burkina Faso, l'autre secteur touché par le phénomène, c'est bien le domaine minier. Les sociétés font face à des dépenses supplémentaires dans la sécurité et l'assurance. En plus, il n'y a plus de prospection à cause de la situation sécuritaire dégradée. La prospection, c'est elle qui crée les mines de demain. Donc, les miniers, quand on parle avec eux, ils nous indiquent très clairement qu'il n'y a pas d'effet net aujourd'hui sur la production, mais il est clair que dans les années à venir, on va avoir une production qui va baisser, en tout cas comparativement à ce qu'elle aurait pu être. Et quand on regarde la production artisanale d'or, elle a baissé vraiment de façon importante. On peut penser que c'est lié au terrorisme, mais on ne sait pas si elle a vraiment baissé ou si c'est la fraude qui fait qu'elle a baissé. Fait majeur évoqué par les chercheurs, la multiplicité des acteurs sur le terrain. G5 Sahel, forces armées nationales, militaires français, américains et chinois. Il y a nécessité d'organiser les champs de bataille. Donc tant que l'État de façon centrale ne va pas jouer un rôle de coordination, pour moi ça ne va pas marcher. Parce que la présence de tous ces acteurs-là n'a pas fait en sorte que les attaques et les attentats baissent. La preuve, c'est passé de moins de 100 attentats et attaques à presque 4500 attentats en 2018. Ça, c'est en 2008 et 2018. Donc, ça fait que la multiplicité des acteurs n'est pas encore arrivée à mettre fin au terrorisme, à l'extrémisme violent. Les chercheurs ont insisté sur la nécessité pour les États de maximiser dans le développement local. Et en urgence, ils devraient tous développer une grande capacité de résilience vis-à-vis des déplacés engendrés par les attaques terroristes. Voilà, c'est qu'à Koulibaly, le terrorisme qui ne détruit pas que le tissu social, le vivre ensemble, mais c'est aussi un impact économique assez certain, assez considérable aujourd'hui. Oui, tout à fait, mais ça, c'est une évidence pour tous les pays qui sont concernés par le phénomène terroriste. Maintenant, on est en train d'avoir les données chiffrées sur l'impact réel du terrorisme, qui fait qu'il ne s'agit pas seulement des morts des agents donc, de la sécurité et de la défense, mais il y a aussi une mort des populations en termes donc, de baisse de leurs revenus et de la couverture sociale que l'État peut apporter. Ce qui est important ici, c'est de voir qu'on a assisté dans les pays concernés à une hausse
Du budget, du budget lié à la défense et à la sécurité. Il a dit au Mali, ça fait 17%, mais au Burkina, nous sommes maintenant à 30%. 209 milliards de francs CFA dédiés au seul secteur de la défense. Et ce n'est même pas suffisant. Voilà. Et quand on regarde les résultats en face, avec les multiplicités des attaques ces dernières semaines-là, on se demande est-ce qu'on est en train de mettre l'argent là où il faut réellement, ou est-ce qu'il s'agit plutôt d'un problème de stratégie? Mais je pense pour ma part que le problème de fond qui a permis que le terrorisme prenne cette ampleur-là en Afrique de l'Ouest, c'est que nous avons ce qu'on appelle des États faillis. Des États qui n'ont pas pu assumer certaines de leurs responsabilités régaliennes. La couverture sociale, par exemple, a permis d'avoir des jeunes désœuvrés, l'immigration clandestine, le grand banditisme dans des zones où l'État, justement, n'était pas présent. Et qui n'ont pas su faire aussi dans l'anticipation. Exactement, justement. Puis tout ça, ça fait partie de ce qu'on appelle l'État failli. C'est de ne pas avoir assumé ses responsabilités, mais de ne pas non plus avoir anticipé sur les conséquences de cette non-couverture sociale que l'État devrait avoir. Aujourd'hui, nous sommes dans l'œil du cyclone. Nous n'avons non plus pas les capacités d'imaginer les solutions qu'il faut, les réponses exactes qu'il faut. On agit un peu, si vous voulez, au jour le jour en matière de défense et de sécurité. On vient d'augmenter la part du budget qui est consacrée. Mais en quoi est-ce qu'on va dédier cette part d'augmentation qu'on vient de faire? On ne sait pas exactement. Quel mode de réponse on va adopter pour pouvoir faire face à la situation? Il y a aussi la stratégie sur le terrain. Le ministre de l'administration territoriale, en parlant du Dablo, a dit qu'ils n'ont pas intervenu parce qu'ils craignaient de faire une hécatombe. Donc ça a aussi créé une certaine réaction de la part des acteurs. Mais on voit que par la suite, les détachements militaires attaquent donc des gens qu'on peut considérer peut-être pas directement liés à ceux qui agissent en tant que terroristes. Dablo, justement, où de plus en plus, il y a de quoi s'inquiéter aussi pour ces nouvelles cibles. La cible religieuse. La nouvelle dimension donc, que nous avons atteinte aujourd'hui. Donc, en termes d'aggravation du phénomène terroriste, on est passé donc des attaques directement ciblées sur les militaires à des conflits communautaires par Irgou, Arbinda. Et aujourd'hui, on a atteint la dimension religieuse du problème, la pire des dimensions, justement, dont on parlait déjà, à savoir que une fois que cette dimension s'installe dans la durée, on peut avoir non seulement les attaques terroristes simples, mais aussi des conflits entre les populations sur la base donc de la religion. Et c'est là où on aura atteint la totale maintenant, si cette dimension vraiment prend de la durée. Et c'est là où on doit encore réinterpeller les autorités, notamment le Premier ministre, lorsqu'il lutte pour trouver des solutions aux problèmes du pays, et essayer également de mettre en place des dispositifs nouveaux et innovants pour pouvoir trouver des solutions à cette situation-là. Autrement dit... Docteur Louré, on parle justement d'une tournée nationale de sensibilisation sur la cohésion nationale. En Conseil des ministres, on en a parlé. C'est peut-être la solution, peut-être, pour régler ce problème, ce débordement vers la communauté, vers la religion? Non, peut-être un coup de main, mais pas forcément la solution. Le problème du terrorisme au Burkina Faso, c'est qu'on n'a pas su anticiper. Quand ça se passait ailleurs, on regardait en disant que non, ça n'allait jamais arriver au Burkina Faso. Quand on a commencé à avoir les premières attaques terroristes, on a un peu négligé la situation. Jusqu'à ce que, on voyait ce qui se passait dans le gouvernement passé avec le ministre de la Défense et même le ministre de la Sécurité. On n'a jamais pris le problème du terrorisme au sérieux et mettre en branle tout ce qu'il fallait pour pouvoir faire face à ça. Aujourd'hui, il faut réfléchir à une stratégie parce que quand on dit aujourd'hui terrorisme, je ne pense pas que ça serait une affrontation directe. C'est de la stratégie militaire, c'est de la stratégie de communication et c'est de la stratégie en termes d'information. Et si on ne met pas tous ces mécanismes en place, on va continuer à pâtir directement et indirectement du terrorisme. On a parlé de l'économie, on a parlé des morts et tout ça. Je pense que le gouvernement doit sérieusement réfléchir au problème terroriste, avoir une stratégie pour pouvoir lutter contre ça. Sinon, on continuera là-dedans. On est en fin d'émission. Malheureusement, on aurait voulu vous proposer justement une réaction d'un chercheur mauritanien qui a participé justement à cette rencontre de l'Institut Firafri et qui a estimé qu'il prône aussi la voie de la négociation avec les groupes terroristes, à son avis, si ça peut permettre donc de sauver la situation. Alors, Docteur Louré, vous êtes l'auteur de ce livre, Burkindi pour une révolution nouvelle, justement un essai où vous avez procédé à une critique systématique de la société afin de proposer
d'imposer une idéologie politique qui, en s'appuyant sur la culture et les valeurs nationales, permet d'envisager des réformes politiques et sociétales profondes susceptibles de forger pour le Burkina Faso et l'Afrique un avenir radieux. C'est bien ça. Sûrement qu'on aura l'occasion de revenir là-dessus. Sûrement. Voilà. On va boucler avec justement cette brève sur la semaine qui s'annonce avec les avocats du Burkina. Vous le savez, qui ont reconduit cette semaine leur grève pour 2 semaines, justement. Décision prise à l'issue d'une assemblée générale tenue lundi dernier. Ils annoncent par ailleurs un sit-in demain, lundi, devant la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou. Ça sera tout donc pour ce numéro du 7 Info. Merci Siaka Koulibaly, merci Dr Louré d'être passé donc sur ce plateau. On se donne rendez-vous dimanche prochain pour un nouveau numéro du 7 Info. Bonsoir.